le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont notifié à la Commission leur intention de quitter la CEDEAO. Dans tous les cas, vous savez, un processus d'intégration, il y a des gains et des pertes pour tout le monde. Notre responsabilité, c'est de travailler à rapprocher les positions, à les réconcilier, à faire en sorte qu'il puisse y avoir une plage de dialogue entre l'organisation et les partis. Le 29 janvier dernier, le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont notifié à la Commission leur intention de quitter la CEDEAO avec effet immédiat. Notre peuple, le peuple de l'Afrique de l'Ouest, vit au sein d'une communauté intégrée de la CEDEAO depuis plusieurs décennies. Les populations ont bénéficié d'une liberté de mouvement dans notre espace CEDEAO et elles ont commencé à percevoir les avantages de notre marché commun où les produits locaux sont commercialisés librement sur un marché de plus de 400 millions d'habitants. À cela s'ajoute l'utilisation d'un passeport commun et d'une carte d'identité biométrique commune pour les déplacements à l'intérieur de notre espace communautaire. Au regard de ces avantages, il est évident que la désintégration perturbera non seulement la liberté de mouvement et d'établissement des personnes, mais elle aggravera également l'insécurité dans la région. Plus spécifiquement, le retrait des trois pays portera un coup dur à la coopération en matière de sécurité, notamment en termes de partage de renseignements et de participation à la lutte contre le terrorisme dans la sous-région et d'autres initiatives conjointes de sécurité telles que la mise en œuvre de la force régionale en attente de la CEDEAO que le ministre de la Défense de nos États membres vient de convenir d'activer. Le retrait des trois pays pourrait également conduire à un isolement diplomatique et politique sur la scène internationale, dans la mesure où les pays ne pourront plus bénéficier d'un soutien de bloc en cas de candidature de leurs citoyens ou citoyennes à des postes internationaux au sein de l'Union africaine, des Nations unies et d'organismes similaires. Ce retrait affectera également les conditions de voyage et d'immigration des citoyens de ces trois pays, car ils auront désormais à mener des démarches en vue de l'obtention d'un visa avant de voyager dans la sous-région. Les citoyens de ces pays pourraient ne plus être en mesure de résider ou de créer librement des entreprises dans le cadre des facilités mises en place par la CEDEAO et pourraient être soumis à diverses lois nationales. Ainsi, ces trois pays vont devoir cesser d'utiliser le passeport de la CEDEAO, la carte d'identité nationale biométrique de la CEDEAO et l'assurance automobile carte brune de la CEDEAO à l'échelle régionale. Sur le plan économique et financier, le retrait des trois États membres pourrait entraîner l'arrêt ou la suspension de tous les projets et programmes mis en œuvre par la CEDEAO dans ces trois pays et dont la valeur est estimée à plus de 500 millions de dollars américains. Il convient également de noter que les deux institutions financières régionales, qui sont le BIDC et la BOAD, ont des investissements très importants dans ces trois pays. Le BIDC compte 27 projets actuellement dans ces trois pays,
d'une valeur totale estimée à environ 321 millions de dollars. Les trois pays ont apporté un total de 33 millions de dollars américains au capital de la banque. Sur le plan institutionnel, il convient de noter que le retrait des trois pays entraînera non seulement la fermeture des 4 structures régionales de la CEDEAO au Burkina Faso, des 2 organismes régionaux de la CEDEAO au Mali et d'un bureau régional de la CEDEAO au Niger, mais il affectera également la sécurité d'emploi de quelques 130 personnels de la CEDEAO qui sont des citoyens de 3 pays. La position du Sénégal est restée la même. Le Sénégal est un grand pays, pas sur le plan de la superficie, mais sur le plan des hommes qui ont incarné les institutions, particulièrement ceux qui ont animé la diplomatie depuis l'indépendance de notre pays et qui nous ont forgé une respectabilité que nous devons préserver et à laquelle nous devons travailler pour la rendre beaucoup plus solide. Avant même de participer à une rencontre de la CEDEAO, j'ai fait le tour de beaucoup de pays membres de l'organisation, particulièrement les pays qui sont dans des velléités de départ de la CEDEAO. L'objet de ma visite a été de travailler au raffermissement des relations déjà très bonnes et conviviales entre le Sénégal et les différents pays de la CEDEAO, mais aussi de travailler à un rapprochement des positions, comme nous le savons, qui sont très distendues entre l'organisation et ces 3 pays-là. Cela a été consacré aujourd'hui dans la résolution de la CEDEAO qui a décidé de travailler à l'apaisement entre l'organisation et ces pays qui sont encore membres parce que le délai auquel leur velléité de départ doit être entériné n'est pas encore arrivé. Entre-temps, nous ne pouvons pas rester les bras croisés. Notre responsabilité, c'est de travailler à rapprocher les positions, à les réconcilier, à faire en sorte qu'il puisse y avoir une plage de dialogue entre l'organisation et les parties prenantes, notamment l'Alliance des États du Sahel. Et j'espère que d'ici la fin du délai de préavis, qu'il y aura assez de discussions qui permettront de réconcilier les positions et de travailler à renforcer l'organisation afin qu'elle prenne mieux en charge les défis communs auxquels nous sommes confrontés. Il y a un sommet que nous préparons, le sommet de la CEDEAO, mais le sommet en fait de l'intégration africaine dans la région. Sommet durant lequel nous souhaitons voir tous les membres de l'Afrique de l'Est participer. Parce que nous voulons vraiment discuter des textes de la CEDEAO, revoir tous les problèmes, mettre tout à table sur la table et revisiter les textes. Et cela amène donc une participation de tous, aussi bien nos frères de la Guinée que du Mali, beaucoup de pays qui ne sont pas à jour sur les cotisations et des pays qui sont des pays qui jouent un rôle important dans l'entité. Donc nous avons proposé qu'on puisse avoir un peu plus de fermeté dans le suivi des cotisations et que comme l'Union africaine, si les États ne paient pas leurs cotisations pendant un moment, on les remet au rang d'observateurs. Le samedi 6 juillet 2024 s'est tenu à Niamey au Niger le premier sommet des chefs d'État de l'Alliance des États du Sahel. Que peut-on retenir de ce sommet? Merci beaucoup, madame, et merci à l'ORTM de nous donner l'opportunité. Je voudrais saluer au préalable tous les téléspectateurs et de l'intérieur du pays comme de la diaspora et vraiment saluer aussi la qualité des programmes de l'ORTM en soutien aux activités de l'AES en rapport avec le Burkina et le Niger. Ceci dit, que retenir du sommet du 6 juillet à Niamey? D'abord, le 6 juillet est à retenir comme un moment d'histoire extrêmement important où les présidents, leurs excellences, le colonel Assimi Goïta, le général Abdraman Chani, comme le capitaine Ibrahim Traoré, ont décidé de répondre à l'appel des populations de ces 3 pays pour aller vers une plus grande unité, une plus grande solidarité, une plus grande fraternité entre ces 3 pays. Niamey, ce qui frappe, je crois que c'est cette grande mobilisation
des jeunes, femmes, toutes les composantes de la société nigérienne qui s'est mobilisée avec beaucoup d'enthousiasme, et nous pouvions voir sur le visage des enfants, de toutes les personnes rencontrées, toutes les attentes par rapport à cette nouvelle configuration qui a été mise en place à travers la Confédération. Et naturellement, pour le Mali, il s'agit aussi de l'aboutissement de tout un processus qui a commencé il y a quelques mois et qui a culminé avec ce sommet important qui dessine une nouvelle page de l'histoire de nos peuples pour renforcer leur intégration. Mais c'est surtout le fait que une grande confiance a été placée en notre pays à travers son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, pour présider aux destinées de cette confédération. Donc je pense que c'est des moments de grande responsabilité aussi pour notre pays, mais un moment d'engagement fort pour essayer de travailler autrement pour proposer une alternative au modèle d'intégration qui existait dans notre espace. Monsieur le ministre, vous venez de parler de la création de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel par les 3 chefs d'État. Pouvez-vous expliquer à nos téléspectateurs c'est quoi la Confédération? C'est vrai que nos chefs d'État ont voulu mettre en place une nouvelle dynamique. Et cette dynamique s'est faite à travers la Confédération des États du Sahel. Une confédération, pour que nous comprenions bien pour les téléspectateurs, c'est une union d'États souverains qui préservent et maintiennent leur indépendance, mais qui décident de déléguer certaines de leurs compétences à des organes dans des domaines précis. Et dans le cas de l'AES, c'est les 3 grandes dimensions. C'est d'abord dans le domaine de la défense et de la sécurité, d'une part. Ensuite, dans le domaine du développement et de la coordination de toutes les activités d'intégration. Et le 3e pilier, c'est dans le domaine de la coordination de l'action diplomatique des 3 pays. Une confédération, par définition, est aussi différente d'une fédération, parce que les pays préservent un certain nombre d'éléments, même si ils délèguent des compétences dans ces 3 domaines précis. Une fédération, c'est vraiment un État. Nous n'en sommes pas encore là, mais la vision, c'est de travailler à pouvoir arriver à une fédération des 3 États. C'est bien dit. L'une des conclusions du sommet de l'AES a été de confier au chef de l'État du Mali la présidence de la Confédération de l'AES. C'est un honneur, mais aussi un challenge. Un commentaire? Je pense que son Excellence le président Goïta est aussi un homme de défi. Et c'est aussi une grande responsabilité pour notre pays, mais c'est surtout une opportunité de pouvoir s'élever à la hauteur de la confiance, parce que c'est une marque de confiance importante de présider aux destinées d'une confédération pour la première tâche, et c'est l'occasion de pouvoir travailler. Ce qui se fera ne se fera pas par le président Goïta ou par le Mali en solitaire ou en solo. Ça sera vraiment un travail d'équipe avec les autres chefs d'État dans un esprit de solidarité, mais surtout ce qui est important, c'est que ces chefs d'État ont une vision commune, ont des objectifs communs, et déjà le travail ensemble a déjà commencé, notamment dans le domaine de la sécurité. Vous voyez les avancées sur le terrain. Aujourd'hui, le défi, c'est vraiment de pouvoir aller vers des réponses concrètes à travers des projets intégrateurs, et comment pouvoir unifier cet espace pour répondre aux préoccupations de nos populations, mais aussi renforcer la libre circulation des personnes dans cet espace. Ce qui est important, ce que nous souhaitons, c'est que les Maliennes et les Maliens comprennent que c'est une confiance qui est faite à notre pays, et que nous puissions nous mobiliser derrière nos autorités, avec nos autorités et avec les peuples et les autorités des autres pays, pour pouvoir montrer que c'est possible de faire les choses différemment, en comptant d'abord sur nous-mêmes, sur nos propres ressources, tout en restant ouvert à tout apport extérieur. Monsieur le ministre, beaucoup s'interrogent sur les relations entre les pays membres de l'AES et la CEDEAO. Est-ce que la création de la Confédération AES signe la rupture consommée avec la CEDEAO? Bon, vous savez, l'AES est née dans un contexte différent, notamment pour faire face à une menace existentielle qui était dirigée contre le Niger et contre les autres pays membres. À partir de cet instant, il a été décidé plutôt de travailler pour une vision, pour des objectifs communs, pour pouvoir atteindre un certain nombre d'objectifs. Aujourd'hui,
Nous ne pensons pas que l'AES soit en opposition à qui que ce soit, mais nous travaillons plutôt pour réaliser des choses pour nos populations. Naturellement, par rapport à la CEDEAO, nos chefs d'État ont été très clairs. À Niamey, vous les avez entendus en indiquant que le retrait des 3 pays de la CEDEAO est irrévocable et a été fait sans délai. Et à partir de cet instant, nous devons cesser de regarder dans le rétroviseur. Nous voulons vraiment travailler plutôt à matérialiser cette volonté-là. Monsieur le ministre, à vous suivre avec la CEDEAO, c'est un chemin de non-retour pour reprendre le président Assimi Goïta. Cependant, à l'issue du 65e sommet de la CEDEAO, le retrait de la CEDEAO va entraîner des conséquences sociales, économiques, politiques et diplomatiques. Que ce soit pour la CEDEAO ou sur un certain nombre d'options majeures qui ont été prises, comme le président l'a indiqué, ce n'est pas seulement que pour la CEDEAO, sur un certain nombre de questions, de relations avec certains partenaires qui n'étaient pas sincères, un chemin de non-retour a été pris. Et ceci, il faut pouvoir intégrer ça, que nous puissions vraiment avancer aujourd'hui dans le sens que nous souhaitons pour nos pays et pour nos peuples. À mon avis, c'est ce qui semble, à mon avis, être le point le plus important. Et aujourd'hui, il n'est pas question vraiment de s'attarder sur ces questions. Nous devons plutôt travailler à réaliser ce qui est important pour les populations de cet espace. Nos chefs d'État y sont engagés. Ils veulent mettre en place une architecture d'intégration, parce que aussi il faut que nous comprenions que c'est que le travail que les chefs d'État veulent faire dans le cadre de la Confédération, c'est de sortir des schémas classiques, parce qu'autrefois on dit qu'il faut créer une organisation, non, ce n'est pas une organisation, c'est une confédération, donc une association d'États, donc un processus intergouvernemental qui nous permettra de travailler avec plus d'autonomie, plus de souplesse, pour d'abord, assurer la sécurité. Aujourd'hui, il y a un niveau avancé de collaboration et de coopération entre les forces de défense et de sécurité sur le terrain qui ont enregistré des succès appréciables et qui sont à l'offensive face à des groupes ennemis. Et sur le plan du développement aujourd'hui, nos ministres en charge des questions d'économie et de finances et de développement ont développé des projets intégrateurs et un certain nombre d'actions à mettre en œuvre pour pouvoir renforcer la libre circulation des personnes, mais aussi renforcer les échanges entre nos pays et des actions qui puissent bénéficier à nos populations. Et déjà, sur le plan diplomatique, nos pays se concertent déjà. L'année dernière, à l'Assemblée générale des Nations Unies, le Mali s'est exprimé avec l'autorisation et un accord avec le Niger au nom du gouvernement du Niger. Donc nous pensons qu'aujourd'hui il faut qu'on comprenne que la Confédération est une autre étape, une autre façon de... C'est nouveau certainement, il y a certainement des incertitudes par rapport à cela, mais je pense qu'avec notre engagement et le désir d'unité qu'il y a entre nos chefs d'État et entre nos populations, nous sommes certains qu'il est possible d'envisager des actions bénéfiques pour nos populations, mais tout en restant ouvert aussi à un travail avec nos voisins et d'autres organisations avec lesquelles nous partageons cet espace et avec lesquelles nous sommes condamnés de vivre. Mais nous avons une autre approche, nous avons une vision, nous avons nos objectifs, mais nous allons devoir maintenir les discussions avec les autres pour avancer. Mais je pense que le chemin qui est engagé n'est pas réversible. Une dernière question, Monsieur le ministre, si vous le permettez. Des informations font état d'imposition de visa aux ressortissants de l'AES dans l'espace CEDEAO. Qu'en est-il? Merci infiniment. Vous savez, j'ai le communiqué des chefs d'État sous la main ici, que j'ai parcouru en long et en large parce que j'ai entendu parler d'éléments par rapport. Je ne vois aucune référence dans le communiqué des chefs d'État par rapport à des restrictions qui seraient imposées à la circulation de nos ressortissants dans cet espace. Mais même si ce que vous dites, s'il était avéré, ça veut dire que ça nous donne raison en ce sens que probablement les responsables de la CEDEAO ou certains responsables de la CEDEAO ne sont pas sortis des anciennes méthodes, toujours de faire peur aux populations, de faire le chantage aux populations, d'utiliser les populations comme une arme pour créer des problèmes avec leurs dirigeants. Donc aujourd'hui, nous pensons que nos populations ne doivent pas servir de bouclier. En tout cas, pour ce qui concerne l'AES, nous sommes dans une autre dimension.
Nous sommes dans une autre dynamique qui est celle de la fraternité, de la solidarité et de l'amitié entre les peuples. Et dans ce contexte, toutes les populations africaines sont les bienvenues dans notre pays. Et je voudrais, au nom des plus hautes autorités du Mali, rassurer nos compatriotes que tout est mis en œuvre par les plus hautes autorités pour pouvoir protéger et appuyer apporter toute l'attention nécessaire à nos ressortissants qui vivent dans les autres espaces autour de nous. Mais je pense que les gens doivent pouvoir se rassurer et continuer à vaquer à leur occupation. Dans tous les cas, vous savez, un processus d'intégration, il y a des gains et des pertes pour tout le monde. Mais nous devons travailler à en minimiser l'impact pour nos populations et c'est à ça que s'attellent nos autorités. Mais il faut aussi qu'on comprenne que le chemin qu'on a pris est un chemin difficile, qui a des conséquences, il y a des difficultés, mais tout est fonction de l'objectif que nous recherchons. Certains résultats ont pu être atteints grâce au sacrifice des Maliens. Qui aurait cru que le Mali aurait pu atteindre ces résultats sur le plan sécuritaire avec ses propres moyens face à des puissances qui ont été là avec des milliards de dollars investis pendant 10 ans qui n'ont pas donné de résultats. Donc dans le cadre de l'AES aussi, parions que nous allons pouvoir, avec nos maigres moyens, avec vraiment une volonté forte, pouvoir exploiter d'abord l'homme sahélien dans le cadre de cette confédération pour pouvoir donner une autre alternative, mais qui soit quelque chose de concret. Pas un rêve qu'on vend aux gens, mais quelque chose de concret et dont nos citoyens commenceront à voir le bénéfice à court, moyen et long terme. Ça nous rassure beaucoup, Monsieur le ministre. Merci. Avez-vous un dernier mot? Le dernier mot, c'est encore une fois que nous puissions renforcer la solidarité entre nous Maliens, entre toutes les composantes de la communauté qui existent chez nous. C'est vrai, la sécurité est une dimension essentielle, nous y travaillons, mais nous devons comprendre que personne ne viendra nous sauver à notre place et que nous devons travailler nous-mêmes. Il y a un prix à payer pour chaque choix, nous devons pouvoir avancer. Les pouvoirs publics sont conscients des difficultés que traverse notre pays, mais ces difficultés ne seront pas surmontées du jour au lendemain aussi. Donc nous devons pouvoir maintenir le cap pour faire en sorte que nous travaillons dans un pays, nous arrivons à avoir un pays en sécurité, un pays stable, un pays où la prospérité est partagée, où les dirigeants communiquent en toute transparence aussi avec les populations sur les difficultés, et qu'on puisse se mobiliser pour trouver ensemble des solutions qui préservent notre pays. Merci beaucoup, Monsieur le ministre, d'être passé.